Ok. Ouais, je commence. Ouais. Je commence pour le cadre global du projet qui est un peu particulier. Donc dans l'idée ici, on est à l'Institut Saint-André. Donc l'Institut Saint-André est propriétaire de terres agricoles, à peu près 125 hectares. Et donc qui était en location pendant longtemps, jusqu'en 2013, qui était après en prestation, qui ont été en prestation par un deuxième prestataire. Et suite à un certain nombre de difficultés, ils ont essayé de remettre à plat l'ambition qu'ils avaient sur ce qu'ils voulaient faire de ces terres agricoles. Et donc ils ont été accompagnés par Terre de Liens. Et dans la réflexion qui s'est montée au fur et à mesure de plusieurs mois, suite à des visites notamment qui sont faites dans pas mal de secteurs de la France, ils ont décidé d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt pour des porteurs de projets agricoles, quels qu'ils soient. Donc du coup, on s'est retrouvés, on a répondu à cette AMI en 2019. On s'est retrouvés à peu près à une bonne soixantaine de visiteurs, des visites d'exploitation qui sont, les visites du site en tout cas, qui se sont faites en 3 étapes. Et où on a pu prendre un petit peu le pouls des lieux, se projeter un peu sur ce qu'on pouvait faire au vu des bâtiments qui étaient prêts à louer ou à mettre à disposition, des terres, etc. Donc il y avait tout un tas de profils de l'artisan boulanger, du céréalier, de l'éleveur, des gens qui étaient issus du milieu agricole, des gens qui n'étaient pas du tout issus du milieu agricole. Et donc après, ça s'est monté progressivement. Il y a le Covid, bien sûr, qui a freiné un petit peu cette démarche. Ceci étant, moi, je trouve que du coup, ça a permis de mûrir un certain nombre de projets. Et donc, on est passé, à un moment donné, ils ont fait une première sélection, donc notamment suite à des envois de dossiers. Chacun a dû envoyer un petit dossier papier pour proposer son projet. Ils en ont retenu, je ne sais plus, un certain nombre, une quinzaine peut-être. Voilà. Et ils en ont retenu au final 8. Et donc on fait partie de ces 8, donc on est le collectif des fermiers de Saint-André. Et sur ces 8, on a d'abord, première étape, on a d'abord commencé ils nous ont demandé si on voulait réduire les surfaces déjà, qu'on avait demandé. Donc en effet, tout le monde a joué le jeu et a accepté de réduire les surfaces qu'il avait demandé. Et en tout cas, on s'est vu attribuer chacun, sur les 125 hectares, on s'est vu attribuer chacun une partie des surfaces. Alors il y a plusieurs groupes, plusieurs affinités, plusieurs âges, voilà. En tout cas, on se retrouve avec des éleveurs, donc des éleveurs de montagne qui avaient besoin de consolider un petit peu leur système fourrager, donc qui ont récupéré des terres sur lesquelles ils ont implanté de l'herbe pour gagner en autonomie fourragère. Ensuite, il est un producteur de plantes aromatiques, donc Jean-Luc, l'herbier des montagnes, donc qui commence à implanter et à prendre des surfaces en zone maraîchère, voilà, pour implanter notamment des cultures méditerranéennes. Et ensuite, il y a un céréalier, donc qui était le prestataire historique, donc qui a récupéré, donc qui est resté céréalier, mais qui a d'autres productions, notamment des légumes en plein champ. Donc Jérémy Dittner, le RL du Kressbach à Merswiller, qui a récupéré une cinquantaine d'hectares. Un éleveur de moutons. Et puis nous deux qui avons plutôt posé des dossiers de maraîchage. Donc c'est-à-dire on bénéficie aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure, d'une zone maraîchère de 4,5 hectares qui était déjà en production. Voilà, c'était la partie maraîchère qui était dédiée ici au site, et notamment déjà une production agricole. Et donc du coup sur cette partie-là, il y a Xavier et moi, qui sommes nouveaux agriculteurs. Nous sommes les 2 nouveaux agriculteurs du collectif. Et donc on a pour activité principale et essentielle le maraîchage. Et donc c'est pour ça qu'on a une activité à plein temps ici, quoi. Les autres, c'est plutôt des consolidations d'exploitation. Du coup, si je commence peut-être par ma partie un peu plus individuelle, l'idée au départ pour nous, c'est que j'habitais pas loin. Le projet, il me parlait beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient mis en avant, donc c'est-à-dire des vertus sociales. Donc vous le verrez, vous le sentirez, il y a quelques résidents qui sont là, il y a une particularité quand même très forte, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve dans un site, même sur cette pièce, hein. Ici c'est le magasin, mais à côté c'est la salle des résidents qui viennent travailler, qui viennent aussi manger, faire un petit tour, boire un café, venir discuter. Donc il y a toute cette vertu d'insertion sociale par le travail
Et finalement, par la mise en commun de choses qu'on sait faire ensemble, de discussions, voilà, de moments partagés, quels qu'ils soient, autour de la zone maraîchère ou pas du tout. Ensuite, y a le fait quand même qu'il y avait des surfaces intéressantes avec de l'irrigation, avec déjà un savoir-faire, donc notamment par Loïc, qu'on verra tout à l'heure, qui est le maraîcher en place et qui est resté ici, qui est l'éducateur qui s'occupe de nous accompagner, et notamment d'accompagner les résidents qui viennent travailler sur le maraîchage avec nous. Et du coup, de fil en aiguille, comme le projet a duré longtemps, on a signé le bail en juin 2022. Lorsqu'il a fallu savoir si les surfaces qui m'avaient été attribuées partaient pour l'exploitation historique qu'a ma femme, ou bien si je m'installais, j'ai décidé de m'installer. Donc toi, avant, tu étais avec ta femme alors? Non, donc moi j'avais une activité, j'ai eu un parcours agricole, BTS, école d'ingénieur, j'ai été conseiller agricole, j'ai eu un certain nombre de responsabilités. Et puis j'ai fait une reconversion professionnelle, donc après 40 ans. Et donc du coup, voilà. Donc en attendant d'avoir des terres ici, tu n'avais pas de terre? Non. Pour ma part, je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement du magasin, puis après le début du projet qui nous concerne. Donc là, on se situe dans le magasin. On a 2 vecteurs de vente. On a le système de vente au magasin historiquement qui a été créé par Loïc, donc le précédent maraîcher. C'est un magasin ouvert depuis 10 ans. Alors même s'il n'est pas forcément connu sur la place, il existe depuis plus de 10 ans. Et nous, on est venus sur ces terres, donc c'est plus une reprise avec tout ce qu'il y a de fonctionnel, donc le magasin comme je disais, et on a ajouté une partie vente internet pour faciliter un petit peu la vente pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer ou attendre longtemps au niveau du magasin. Donc on est ouvert avec le système cagette pratiquement toute l'année, puisqu'on a aussi consolidé notre offre avec les produits des 8 agriculteurs pour certains. On a augmenté l'offre avec une boulangère Mélanie Pollman qui fait du pain avec des céréales anciennes, du pain bio. Donc ça nous permet d'avoir sur toute l'année une offre assez satisfaisante. Et puis notre but c'est aussi d'incorporer d'autres producteurs et d'autres produits. Il n'y a pas d'achat-revente du tout? Non, on n'a pas d'achat-revente. Vous n'avez pas un cru en février? Vous faites comme ça? Ouais, c'est pas un cru en fait, c'est peut-être une proposition de produit frais, disponible. Voilà. Après, ça monte en production en avril, mai, comme les autres maraîchers. Mais ces producteurs, on voulait quand même être certifiés bio et vendre que nos produits réalisés sur site ou transformés avec des prestataires locaux. Donc c'est bio et locaux. C'est quand même un choix fort pour nous de dire sur les légumes, sur les œufs, les éléments principaux, on ne fait pas d'achat-revente. Ouais. Donc c'est-à-dire on a ce qu'on a. À un moment donné, on a fermé le magasin en décembre parce que on n'avait plus suffisamment de produits. On va le recommencer le 17 avril. Alors c'est sûr que ça demande de faire des efforts de communication en avril, etc. Peut-être qu'il y a des clients qui entre-temps seront partis sur d'autres circuits, mais pour nous c'est quand même un message très clair qu'on donne aux clients, c'est que ce que vous mangez, c'est ce qu'on produit ici, quoi. Voilà. Et les œufs, vous les épuisez comment du coup Eric qui a une soixantaine de poules, il va doubler le nombre de poules. Alors on a un système donc par cagette et vente au magasin et un système de libre service que vous voyez derrière. Alors qui facilite, c'est assez facilitant parce qu'il y a 400 personnes qui travaillent sur site. Donc les employés ils viennent, alors soit pour faire des recettes ou soit pour eux, puisqu'ils ont des ateliers de recettes avec les résidents, puisqu'il y a 400 résidents qui vivent sur site, 400 employés qui font vivre le site. Donc il y a beaucoup de connexions à toute heure. Donc Eric a mis ça en place pour écouler les œufs, puis ça fonctionne bien. Du coup, quand le magasin est fermé, ils peuvent quand
même venir pour le libre-service? Non, en gros, l'ouverture c'est 8h à 17h, les heures d'ouverture, Oui, mais même quand on est là. entre décembre et avril. Ah bah c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. Ouais. On est là. Hein. Oui, ouais, c'est Voilà. ça. En fait le fait d'ouvrir, ça vous coûte rien. Non, en fait, du coup, le pari c'était de dire on pose ça là, la porte est ouverte. Ouais. Je mets une pièce, voilà, qui est une boîte de ricoré, hein, et puis voilà, tout le monde joue le jeu. Et il y a Loïc de présent de 8h à 16h, puisque lui il a des horaires calés comme ça. Donc c'est facile de mettre à disposition des produits. Et en fin de vente, moi je peux faire des sachets de 1 €, c'est ce que j'ai fait hier puisque j'ai récolté plus que nécessaire, puisque le magasin n'étant pas ouvert, si on récolte plus, on fait des sachets de 1 €, puis les gens prennent sous cette forme-là. Ouais, ça c'est possible parce que vous avez les caches. Et donc dans l'organisation, mardi c'est récolte en quelque sorte, mercredi matin on prépare les commandes, et mercredi après-midi on ouvre le magasin et on vend. Et on va créer un créneau du soir. Donc on ouvre 1h30 en début d'après-midi et on va ouvrir 1h30 en fin d'après-midi pour les personnes qui sortent du travail. Donc ça va être fait quand on aura plus de marchandises en mai ou juin. Et le deuxième jour, c'est vendredi. Voilà. Donc on a 2 jours de vente et on concentre la vente sur ces 2 jours. Que ça soit vente, magasin ou cagette. Et on a aussi des livraisons à l'extérieur chez Emerson, une entreprise de Cernay. Dont je faisais partie précédemment pendant 13 ans, puisque c'est une reconversion. Voilà, donc on livre Emerson une fois par semaine. Et c'est aussi du piquable, mais on n'a pas cherché à s'étendre avec cette solution pour l'instant. On n'est que 2, puis il faut quand même un volume pour satisfaire tout le monde. Et puis on a un restaurateur qui fait de la réinsertion sociale, le 240, à Spac, le Haut. Ouais, c'est ça, hein. Michel Bach. Et puis le service restauration de Saint-André, puisqu'il y a une cantine pour les employés, les résidents. Donc là, c'est un fût continu. C'est des grandes quantités qu'ils souhaitent, mais c'est ce qu'on peut avoir avec des laitues, des courges, courgettes. Voilà. Il n'y a pas besoin de répondre à un appel Non. un marché, rien, Non, on appelle quand on a, quelques jours avant. Et il y a de la flexibilité. voilà, les résidents, ils peuvent faire de la récolte, ils livrent. Voilà, donc c'est aussi des liens, et puis après ils mangent ce qu'ils ont récolté, livré. Voilà, au niveau des canaux de vente. On a une chambre froide juste derrière et une salle de lavage en préparation qui est juste de l'autre côté, donc avec une double porte. Sinon là pour l'instant on lave dehors. Toutes ces infrastructures là, c'était dans le bac Alors, avec les terres on ne savait pas au début. En fait, c'est super important, quoi. non, au début on ne savait pas. Hein. On l'a appris vraiment sur la fin. Moi, peut-être. Oui, enfin, ce qui était clair, en tout cas ce qui est en place aujourd'hui, c'est la location de terre, la location de bâtiments. C'est-à-dire on loue des bâtiments, on s'est dispatché des bâtiments en fait, individuellement. Et puis on a créé une structure en collectif, donc une CUMA, pour tout ce qui est réseau d'irrigation et matériel d'irrigation. Et puis après on bénéficie, donc il y a aussi eu l'achat des installations, donc essentiellement les tunnels, par Xavier. Et puis après on a un certain nombre de mises à disposition. Donc par exemple ce local ici, il nous est mis à disposition parce qu'il n'est pas intégralement dédié à notre activité, mais parce qu'il sert aussi de support pour les résidents. Les résidents commencent à aider à préparer les commandes. Il y a des résidents qui sont à la vente, c'est super important, ils sont super valorisés quand ils sont à la vente, c'est très animé, c'est vraiment quelque chose de particulier quand on y assiste. Et puis donc du coup la chambre froide était déjà là, donc aujourd'hui elle nous est mise à disposition. Donc on a un certain nombre d'atouts pour démarrer notamment l'activité. C'est clair qu'il va avoir une installation de zéro, il y a toutes les infrastructures Ouais. qui sont présentes et c'est vraiment pas négligeable parce qu'avoir une chambre froide comme ça, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de stocker. Oui. À 3 mètres du magasin. Ouais. À côté de la station de lavage.
Donc mon projet, j'ai fait une reconversion comme je vous disais, je suis issu du milieu industriel, à différents postes de management. Une reconversion avant le Covid, c'était pour avoir un métier avec un petit peu plus de sens et savoir me nourrir aussi. C'était les deux choses. Alors au début je me suis dit je fais un joli jardin, je fais de la permaculture chez moi. Puis au fin de compte je me suis dit quitte à faire ça, autant le faire pour moi et les autres et puis en faire mon métier. Donc j'ai fait une reconversion, j'ai fait un BPREA à Roufac avec une option arboriculture et biodynamie. J'ai suivi des formations faites par Vers de Terre Production, donc associées à maraîchage sur sol vivant, au niveau de l'arbo plus maraîchage, ou comment lancer une structure en maraîchage. Et le dernier point, c'est je suis les recommandations de Jean-Martin Fortier. Vous verrez au niveau standardisation, au niveau rotation. Voilà, donc c'est maraîchage sur sol vivant avec Fortier, qui m'ont donné les billes pour être serein au lancement. Alors déjà serein parce qu'il y avait déjà toute cette infrastructure. Il y avait des collègues qui connaissaient aussi plus que moi la vie agricole. Et puis la partie formation qui est non négligeable avec des visites, comme les visites d'aujourd'hui. Donc c'était long. 2019, le début du projet. Première année en 2022 où j'ai fait 6 mois. Et puis l'année dernière, c'était la première année complète. Voilà. Pas de regrets? Ah non, et au bout d'1 an et demi, non. Non, puis là, vous verrez, c'était inestimable, inenvisageable, même dès le début. Si j'avais pas eu ça, ça aurait été plus, peut-être comme certains, il aurait fallu attendre une autre opportunité. J'avais fait le tour des mairies autour de Trobac, puisque j'habite à Trobac. Tout le monde est d'accord, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est très très difficile d'avoir même qu'1 hectare ou 2. Voilà. Alors peut-être c'est plus facile quand on a de la famille, quand on est plus dynamique au niveau des réseaux. De toute voilà. façon, nous, on se rend bien compte que ceux qui ont de la famille et de l'aide familiale, c'est ceux qui réussissent le mieux. Ceux qui démarrent de rien avec 0 famille, 0 terre, c'est de la galère. Et des situations comme vous, il n'y en a pas énormément, quoi. Alors que ça pourrait être duplicable, on ne demande pas beaucoup de surface, mais alors ça peut être associé à un lycée. Alors les lycées agricoles le font, mais ça peut être envisageable avec d'autres structures. C'est quand même vous qui choisissez quel type d'agronomie, quelle rotation vous faites, quels légumes vous faites. Ouais. Les lycées agricoles, c'est pas ça, quoi. Non, mais au moins c'est d'avoir une terre, des communes qui mettent à disposition des terres. Voilà, c'est ça qu'il faut chercher, mais bon. Et au niveau activité, donc c'est ne pas faire d'achat-revente. Donc maraîchage, j'ai lancé les petits fruits avec des arbres, vous verrez, et puis un petit atelier de poules pondeuses qui est en cours. Voilà, donc c'est un petit peu le scope des différents produits que je vais faire. J'avais dans l'idée de faire du poulet de chair, mais il n'y a pas de tuerie dans le département, enfin il n'y a pas d'abattoir. Abattoir ici, il faut pas Non, c'est quand même un peu c'est dans le Bas-Rhin, pour la volaille. Ah ouais. Donc il faut créer quelque chose et non, je me sens pas capable et puis c'est trop. Au niveau investissement, là je suis plus dans faible charge et pour avoir une bonne pérennisation de l'entreprise. Voilà, donc pour l'instant c'est consolidé, maraîchage, tout ce qui est fruits et lancer poules pondeuses mais à petite échelle, beaucoup plus petite que Eric. Et la volaille, on ne peut plus faire nous-mêmes si on prend la formation, on a un abattoir qui est certifié. Mais il faut créer une tuerie pour soi, et si on le fait pour d'autres, ça devient un abattoir, mais au minimum, c'est créer une tuerie. Ouais, c'est déjà un gros. Donc c'est 20, 30 000, J'aurais dit 50 000. 50 000, même s'il y a des aides. Ouais, il faut déjà que ce soit ton activité, enfin, faut une grosse Ouais. part de ton activité, ça peut pas être juste quelques Bon. centaines de poules. Ouais, c'est ça un jour. Il y en a qui le font. Là, vous avez parlé que des avantages, mais vous aviez quand même récupéré des terres très pauvres, très massacrées, pas forcément. Ouais. Alors, moi, j'ai la chance d'être au plus proche du magasin sur la zone maraîchère, qui a été amendée, cultivée par Loïc depuis 10 ans. Et une toute petite partie qui était en pâturage par l'écurie, parce qu'ils ont une dizaine de chevaux. Voilà, donc
je pars d'un sol amandé, très sableux, limoneux, avec peu de cailloux. Plus on part de cette zone et plus il y a de cailloux. Parce que toute la zone ici, c'est que des alluvions de nature plus ou moins gros, quoi. Donc suivant les zones, vous avez plus ou moins d'agrégats. Donc c'est pas homogène. Néanmoins, ce qui est à garder en tête, c'est que la matière organique est présente, mais pas forcément disponible. Donc suite à une analyse qui a été faite lors du projet en 2019-2018, en gros, c'est de réactiver la vie du sol pour avoir beaucoup de nutriments pour les cultures. Il y a la matière organique qui n'est pas dispo, donc ce qui est envisagé, c'est de mettre la matière organique pour avoir la vie du sol et faire de l'engrais vert si l'on peut. On en verra des exemples, donc c'est-à-dire mettre une culture qu'on ne va pas manger mais qui va nourrir le sol. Et en amendement, c'est de mettre du calcaire et de l'argile à petite dose, continuellement, pour régénérer un petit peu cette vie et la possibilité au sol de fixer les nutriments. Voilà, donc c'est ce qui a été préconisé. C'est ce que je fais sous une forme, je mets du calcaire à 700 kg par hectare et l'argile 2 tonnes hectare. Vous verrez les produits, ça se fait à la main. Voilà, donc c'est un traitement doux, diffus, ça ne va pas exploser du jour au lendemain. C'est une méthode douce pour réactiver le sol. Après, tu as peut-être d'autres sols différents. Pour répondre directement à Sophie, oui, on est dans l'Oxenfeld, donc je pense que c'est à peu près le secteur où c'est les terres les plus pauvres. Sachant qu'on n'a pas forcément un accès facile à l'eau, à l'irrigation, il n'y a pas la nappe en dessous. Et donc du coup c'est un petit frein parce qu'on tape pour les grandes cultures, on tape dans 2 gravières, dont une où voilà, c'est un peu compliqué d'avoir accès à un volume d'eau. On fait en gros 2 tours d'eau et puis après ça devient un peu compliqué d'avoir accès à la ressource. Même ici à la station qu'on a pour le maraîchage, voilà, l'été ça peut devenir un petit peu compliqué d'avoir l'eau qu'on a besoin. Donc du coup, c'est vrai que ça nous paraissait pertinent de dire, vu les sols sablo-limoneux, 20% de cailloux, voilà, dans les terres agricoles c'est encore pire, hein, il y a des zones vraiment très très caillouteuses, avec des potentiels, voilà, on était l'année dernière sur des potentiels à peu près à 25 quintaux en céréales. Donc voilà, on a démarré un peu trop tard l'irrigation parce que c'est nouveau pour nous aussi. Et puis voilà, ça a plafonné. Donc il faut qu'on redresse un petit peu tout ça. Et ce qui paraissait pertinent, c'était à la base de déjà couvrir le sol. Donc notamment sur le maraîchage, on peut le faire assez facilement. Voilà, moi j'ai 50 arts de maraîchage dehors, donc voilà, c'est pas le bout du monde de les couvrir avec un paillage épais, avec du broyat de déchets verts épais, voilà, 10-15 cm, pour essayer de maintenir un maximum d'eau dans le sol une fois qu'elle est là. Voilà. De l'argile aussi, d'accord, l'argile. Moi je mets, non, moi j'ai... Ça c'était une recommandation de Christophe Ouais. Margot, de la chambre, Ouais, de aussi, par ouais. les analyses. Oui. À la fois c'était un sol décarbonaté, du coup mettre un peu de calcaire grossier et puis de l'argile parce qu'il y avait Créer la structure, on a un taux, alors j'ai fait la méthode de décantation, je trouve 4-5% d'argile, de visu, parce qu'on n'a pas d'analyse de sol, je ne sais pas si tu as une analyse. Texture, ouais. Si, sur la texture, oui. Il y a la texture, Oui, oui. dans les analyses SADES, C'est des granulométriques ou minéralogiques aussi? Non, granulo. Oui, mais il y a de la minéralogie avec Mais c'est en le dessous. truc d'érodique. Ah, d'érodie, oui, ouais, peut-être. Mais c'est très faible. Oui, sur la granulométrie, c'est très faible. Donc quitte à en mettre pour capter l'eau et... Ouais. Pour ma part, l'idée c'était, je suis arrivé sur la zone maraîchère, c'était une prairie à chevaux exclusivement. Et l'idée c'était de faire des gros apports massifs parce que j'ai la ressource. Des apports massifs et puis de faire une année de récolte et voir comment que ça fonctionne parce qu'il y avait des plantes type de la luzerne, des graminées qui étaient quand même là. Voilà, bon, ça restait pauvre comme ailleurs hein, autour de chez nous là, sur les parcelles qu'on exploite. Et
voilà, je pense que globalement, c'était de voir un peu si les plantes qu'on a implantées déjà la première année, voilà, elles produisaient ou pas. Et globalement, je trouve que c'est pas mal. Et, ouais, mais avec combien d'années là, tu as de recul finalement? Bah, 1 an. Et tu as déjà du résultat par Ouais. tes apports organiques Oui. à base d'engrais verts, c'est Oui. ça? Pas à base d'engrais verts, non, c'est paille et broyade déchets verts. Et après, j'ai quand même assuré le coup avec des bouchons sur pas mal de surfaces. Voilà. Voilà. Parce qu'on amène beaucoup de carbone, donc voilà, ne sachant pas comment que ça allait réagir, aussi un peu sur l'historique, j'ai un peu assuré le coup. C'est l'équivalent de 10 litres de bouchons sur des planches qui font 30 mètres de long sur 1 mètre de large. Et à base 1,20 m. de quoi, l'engrais organique bouchon, là, c'est du poule? C'est des bouchons avec des fientes mélange de poule porc et un peu de plumes. Oui, Voilà. un petit coup d'azote. Il y a du, voilà, c'est NPK, voilà, assez équilibré, je crois que c'est du 8, 4, 10. T'as raison, il n'y a pas la granulo. Pas sur celle-là. Ah ouais. Oui, oui. Mais les analyses historiques qu'ils avaient fait, c'est de la texture, la granulométrie. Bah, ça, je les ai pas. Ouais. Et le fait qu'il y ait une décomposition faible, c'est uniquement lié au monde bactériologique qui n'est pas suffisant, c'est ce qu'on vous a dit? Ouais. ou- Et c'était la conclusion de Hérodi. Ouais, Pas mais assez de ils font vie, des analyses un peu particulières où ils estiment qu'il y a ils déterminent les quantités de matière organique et là ils disaient qu'il y avait de la matière organique, il y avait une mini qui était bloquée, donc le fameux mini. fameux mini et puis la troisième phase. C'est du érodi pur en fait, hein. Les autres, ceux qui font des analyses NF, c'est des choses qu'ils ne prennent pas en compte. Et après, ça n'a jamais été démontré que c'était faux non plus. Hein. Mais en effet, eux, ils disent que si tu apportes trop de matière organique, il n'y a pas assez d'activité biologique, tu bloques tes sols et que tu as de la matière organique qui se transforme en rien, quoi, et qui bloque. Oui, parce qu'il y a une compaction. Ça doit être mal. Il y a pas d'école à Après, faire. c'est plus axé, vous verrez avec les parties arboricoles et haies, puisqu'on a un projet, ça on n'en a pas parlé, avec la région. Même, c'est L'État, l'État, hein. France Relance. Ouais. On a lancé plan de relance. 2 projets plantons des haies, donc dans mon secteur 1 km et dans le vôtre 4,5. 4,5. Donc c'est plus orienté biodiversité. Voilà, ça c'est un étage facilement compréhensible et à mettre en place. Ouais. Et après, mettre d'autres couches, comme vous disiez, peut-être il faut faire autre chose. Et là, la Mais dès le reprise, début, elle c'est est bien faite. de... Parce qu'on a le temps, dès le début, de le faire, la première année. Et après, c'est un petit peu plus compliqué quand on fait du maraîchage de se lancer dans ces gros... Bon, après, les chantier. plantations de haies, c'est des chantiers participatifs où tu as du monde qui vient aider, c'est pas non plus. Ouais, bon, Enfin, voilà, là, je l'ai non, fait, chez vous, c'était pas comme ça. Non, on l'a fait C'était entre nous, en moi, Presta ouais, où je l'ai fait seul. Voilà, donc c'est pas négligeable. Et dans l'environnement, c'est d'inclure ça, avoir une zone ou plusieurs zones avant de mettre les zones maraîchères. Et Ça, ça, on vous n'avez verra. pas eu trop de pertes l'été dernier? Alors, Sécheresse? ouais, donc là, donc il y a 4 km et demi de haies qui ont été plantées donc, sur l'ensemble de la zone agricole. Donc collectivement sur les parcelles de chacun avec des haies et puis une série d'à peu près 250 arbres isolés en intraparcellaire. L'idée des haies, c'était Ce qui a été planté cet hiver alors? cet hiver et l'hiver dernier. On a fait une première Que en- en périphérie et sur la zone la plus proche. Donc comme il y avait 4 km et demi à faire, on se dit c'est quand même beaucoup, il y a quand même un risque, si tu fais tout une année et que l'année est très sèche et que tout claque, c'est quand même dommage, donc quelque part on a divisé le risque en deux. Voilà, sur la première année, ce qu'on peut dire, c'était un peu galère l'année dernière, dans le sens où il a gelé à un moment donné où les trous étaient faits, donc il ne fallait pas replanter dans les trous, élément important. Donc attendre que ça dessèche pour qu'il n'y ait pas d'air après qui dégèle, et après une mauvaise reprise. Donc une fois que ça avait dégelé, ça a été planté, ça a été paillé très rapidement à la dérouleuse pour avoir un gros débit de chantier et puis amener pas mal de paille. Donc on a quand même passé, l'année dernière on a fait 2 km, un peu plus, 2 km et demi. Et on a paillé rapidement sur à peu près 15 cm. On a un petit peu libéré la paille autour de chaque pied, notamment pour pouvoir que les bourgeons du bas puissent reprendre aussi.
Et puis on n'a pas arrosé rien du tout. Et là on a fait le tour parce qu'on a fait le tour il y a un mois avant de commencer la deuxième tranche. Et c'est, je pense, 90-95% de réussite. Facile. Parce que là, au niveau national, ils ont des chiffres hallucinants de plus de 30% de pertes sur les premières années après plantation. En principe, c'est l'arrosage qui est responsable. Le manque enfin, en arboriculture, on dit ça. De 70% en paysagisme, pardon, 70% des échecs de la reprise, c'est du manque d'arrosage. Alors après, c'est des plantes différentes en paysage. Il y a un peu... Il y a un peu deux théories là-dessus, hein. C'est-à-dire que nous, on nous a dit qu'il ne faut pas arroser parce qu'il faut qu'ils se débrouillent la première année et qu'ils se... Voilà. Et on n'a pas arrosé du coup, vu le linéaire que ça représentait. Oui, c'était pas durable. Je pense que vous Et ça n'avez pas assez d'eau pour vos cultures. Oui, oui. Donc, pas de problème de campagnol ici Si vous verrez, ouais. De taupe et de campagnol. Mais c'est bien pour aérer la terre. Non, mais Ouais, si. c'est pas bien pour les légumes. Les racines, non? Ça fait pas des carottes? Ah, pour les arbres. Oui. Ouais, ben, j'en ai perdu un, c'est sûr que c'était eux. Et pour la sécheresse, ouais, j'ai peut-être perdu 3 fruitiers sur 60. Mais la haie, j'avais arrosé les fruitiers. Mais la haie, comme disait Eric, j'ai laissé un petit peu vivoter et j'ai perdu 20%. Correctement, c'est ça aussi souvent qui fait défaut. Donc là, c'est la zone maraîchère la plus proche. Donc c'est la mienne. À l'extérieur, j'ai 2 hectares de loués. Et en maraîchage, j'ai 4500 mètres de culture en plein champ. Donc on voit cette zone où les 4500 mètres carrés sont répartis en 15 blocs. Ça c'est important pour la rotation. 15 blocs de 300 mètres carrés. Donc visuellement, 300 mètres carrés, c'est ce que vous avez sous les yeux ici, avec l'ail. Donc il y a 12 planches de 20 mètres. C'est standardisé, c'est toujours 20 mètres. 80 cm de culture et 40 cm de passe-pied. De partout, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur dans les tunnels. Donc Pas dessiné sur du Jean-Martin Fortier. ouais. Donc et avec MSV, le fait d'avoir 15 blocs, ça permet d'avoir donc 5 séries de 5 blocs, dont les 2 premières années, c'est de la jachère, alors de la prairie, engrais vert, où il n'y a pas de culture. Donc il y a 2 ans de repos. Ensuite, il y a une année sur bâche pour être sûr de faire mourir tout ce qui est végétation des 2 années précédentes de prairie. Donc les cultures sur bâche, ça fait 3 blocs où il y aura les choux, les courgettes, les solanacées. Et ensuite, la 4e et 5e année, c'est culture sur paille. Comme on peut voir ici, culture dans la paille ou semi-direct. Donc 2 années de repos, 1 année de bâche tissée, et 2 années de culture selon plantation sur paille, dans paille ou semi-direct. Ça c'était une préconisation de Vincent Levavasseur, puisque initialement on peut cultiver de suite dans une prairie avec une bâche. Donc ça c'est des méthodes de pro, mais aussi que l'on peut faire chez soi au niveau jardinage. On met une bâche et on plante dedans. Détailler le type de bâche? Oui, alors le type de bâche, c'est des bâches tissées que l'on peut voir là où il y a les choux, choux brocolis et choux cales. Et j'utilise les bâches noires d'ensilage pour activer la vie du sol, que la décomposition de la matière organique soit plus rapide. Avec le recul, je préfère les bâches tissées, même si c'est pour faire de l'occultation. Alors de la culture, oui, mais même comme je suis seul, pour manœuvrer des bâches d'ensilage, alors elles font 8 mètres sur 20, c'est déjà, faut qu'elles soient sèches. C'est réalisable, mais c'est limite. Donc la bâche tissée, avec des petits crampons, alors pas les larges, mais les tout petits, je trouve que c'est le mieux. Au niveau grammage, j'ai essayé du 100 grammes au mètre carré jusqu'à 130, et le 100 convient aussi. Avant de faire la plantation de la haie, j'avais bâché avec du 100 grammes, donc c'est moins cher, et ça a bien fonctionné. Voilà. C'est un petit peu plus lent, mais il ne faut pas avoir peur de prendre une bâche tissée assez light. Ça fonctionne. C'est des bâches qui tiennent dans le temps. Ouais, et aussi ça tient dans le temps, une quinzaine d'années. J'ai fait des trous avec un emporte-pièce, non pas un emporte-pièce, une plaque bois
où j'ai fait des trous et au chalumeau, je viens cramer là où je vais planter. Et ça dure, ouais, c'est 5-10 ans. Tandis que la bâche d'ensilage, ben là, je vois, j'ai déjà des trous, les mulots m'ont fait des trous. Ça se trouve en 3 ans maxi. Hein. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont du recul là-dessus, mais... Ouais, bâche tissée, c'est pas mal. Donc au niveau de mes cultures, alors, je pars d'un sol qui a été paillé ou bâché. Précédemment, ben, je vais mettre de l'argile et du calcaire une fois par an, ben, selon si j'ai le temps ou si j'y pense en quelque sorte. Ben, c'est vraiment la méthode extérieure. Je ne mets pas d'argile à l'intérieur parce que selon les analyses de sol, ce n'était pas nécessaire. Non, je ne mets pas de calcaire à l'intérieur, mais je mets de l'argile de partout. J'ai passé la grelinette, bon, on verra les outils que j'utilise. Précédemment, puisque le sol était un peu compact, surtout dans la zone où il y avait les chevaux, mais pas forcément dans la zone où Loïc avait la zone maraîchère depuis 10 ans. Et comme c'est caillouteux, le fait de passer la grelinette fait tomber les cailloux un petit peu. Donc ça fait une couche superficielle moins caillouteuse, donc plus sympa au niveau de la plantation. Voilà, donc je le faisais, là je vais peut-être réduire, puisque je commence à voir que la structure du sol commence à prendre. Donc la grelinette qui servait à aérer et à activer la vie, la minéralisation et booster un petit peu les cultures. Je le fais de temps en temps, voilà. Au niveau timing, si j'ai le temps, je fais la grelinette. Mais ça ne devient pas une obsession ou une obligation dans ma séquence de travail. Ensuite, je paille. Alors le mieux, là j'avais pour objectif de pailler l'ensemble jusqu'en mars. Alors le mieux, c'est de le faire en hiver puisqu'on a plus de temps. Donc de tout pailler. L'écurie est juste derrière, je prends ma brouette, je mets 30 cm de paille et on voit l'évolution de la paille. Par exemple, l'ail que j'ai planté en octobre-novembre, qui se situe à gauche, ben, la paille elle commence à être mangée, il y a les herbes qui passent. Voilà, donc en 6 mois, ben, je perds peut-être 20 cm de paille. Alors c'est pas très rapide parce que c'est pas encore super actif dessous. Voilà, donc le but c'est d'avoir au mois de mars des jardins prêts à planter ou prêts à semer. Si c'est un semis direct et qu'il y a une bâche, bah, j'enlève la bâche, on verra, et je fais le semis direct. Ou s'il y a de la paille, bah, je gratte la paille, je mets dans le passe-pied et je fais le semis direct. Donc là, c'est les différentes méthodes. En particularité, alors la rotation, je vous l'ai dit. Dans les tunnels, donc il y a 15 blocs à l'extérieur. Dans les tunnels, j'ai 8 blocs. J'ai la moitié des tunnels, alors ça fait 1200 mètres carrés, l'ensemble des tunnels. Celui-ci c'est le plus long, il fait 90 mètres. Et ensuite j'en ai 2 petits que l'on verra. La moitié des tunnels a une culture, je dirais, standard, très diversifiée. Laitue, petits pois, haricots, où il y a une rotation. Je cultive pendant 1 an et demi et il y a 6 mois de repos. Ça, c'est sur la moitié du tunnel. Le quart, c'est un tunnel tomate-patate. On verra, donc une planche patate, une planche tomate. Bah, je vous l'explique maintenant, parce qu'on fera peut-être pas tout le tour. Je fais des patates sous bâche, avec une bâche percée où il y a un trou tous les 20 cm. Là, je tente des patates que sous paille, donc je verrai, j'ai fait moite-moite. La partie sous bâche, ça a été testé plusieurs fois par le lycée à Witzenheim, par Pierre. Je l'ai fait l'année dernière. J'avais enfoncé les patates peut-être de 6 cm où c'était un peu galère pour les enlever. Et là, je les ai à peine recouvertes. Pierre, il les pose. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a fait avec Cindy. Mais j'avais un peu peur l'année dernière. Donc, et là, on paille même pas. Elles sont posées, un petit peu de terre dessus. Mais tu les poses et puis tu les... Ouais, voilà. Il faudra revenir l'année prochaine, mais bon, je pense que ça va être du 100%. Et la moitié des patates sous paille. Donc là, j'ai pas encore mis la paille, mais on va mettre une bonne couche de paille. Et les tomates qui sont entre, ben, je les fais en 2 têtes. Donc les patates, on les a plantées cette semaine. Les tomates, elles vont monter avec les 2 têtes. Et dès que les patates seront récoltées, c'était quand courant juin,
bah, après je peux marcher là où il y avait les patates et monter les tomates dans le tunnel. Donc c'est le seul tunnel que j'ai en goutte à goutte et tous les autres sont en aspersion et aussi en extérieur, c'est de l'aspersion. Avec des programmateurs pour gagner du temps. Au niveau investissement, il y a eu les tunnels, il y a eu l'irrigation. En gros, c'est 4000 les tunnels, 4000 l'irrigation, où j'ai mis des programmateurs pour gagner du temps et me faciliter la vie. Le but, c'est de ne pas forcément venir le week-end. Enfin, j'arrive pour l'instant. J'ai l'aide d'Eric, parce que comme il est éleveur, il passe souvent. Donc si le week-end il faut faire quelque chose de spécial, j'ai le support des collègues. Voilà, c'est de concentrer sur la semaine. Hein? Tu fais pas tes plans? Si, je fais l'ensemble des plans à partir de graines et on a un support super agréable par Loïc. Parce que c'est une activité à l'intérieur, donc quand il pleut, les résidents ils font des semis, enfin même quand il fait beau, hein, puisqu'on en a toute l'année. Ils font 100% des semis, sauf si vraiment c'est des petites graines très spécifiques. Alors l'un dans l'autre, des fois on peut avoir des surprises, mais c'est tellement appréciable d'avoir ce lien que même s'il y a des surprises, on est preneur. Donc c'est 100% des plants. J'ai environ 40 espèces et 90 variétés dans l'ensemble. J'ai un petit peu réduit. Non, c'était pareil un petit peu l'année dernière. Tu t'achètes où? Hein? J'achète chez Essambio à 95%. Là, j'ai ajouté patates douces auprès de Plan Pro dans le Doubs. Patates douces, poireaux. Ouais, des trucs comme ça. Ce que je trouve pas en graines. Alors poireaux, je vous montrerai l'outil. On va aller par là-bas. J'ai fait à partir de graines l'année dernière, mais ça n'a pas été satisfaisant. Donc là, je vais les acheter cette année. Et au niveau de la variété, l'année dernière, je prenais que des semences type paysanne, pas d'hybride, enfin pas de sélection de graines. Tandis que cette année, je fais un petit peu plus de sélection avec les F1 pour tout ce qui est choux, tomates, poivrons, aubergines. Voilà. Parce que j'ai vu que j'étais pas très fort l'année dernière avec des graines, je dirais paysannes, sachant que je mets pas de bouchon, je mets que le fumier. Donc au niveau boost, c'est variable selon les planches, selon le temps d'ingestion du fumier au préalable. Voilà. J'avais une question sur est-ce que tu utilises un logiciel particulier parce que pour savoir, tu disais ouais. En juin je récolte ça. Alors j'utilise, en tout début j'ai tout mis sur Excel parce que le logiciel il va uniquement faciliter la vie à ce qu'on a en tête. Alors déjà il faut avoir le plan de culture en tête, le mettre sur papier ou sur Excel peu importe. Et j'utilise Crop. Alors c'est un logiciel de planification qui permet, une fois qu'on a mis la date, enfin la durée de croissance, la date à laquelle on veut récolter, enfin toutes les données. J'ai chaque semaine ce que je dois faire en pépinière, ce que je dois faire en semi-direct, en plantation. Donc c'est Crop. Maintenant ça va s'appeler Bringel. Et il y a aussi Ouvre ta ferme. On a eu une présentation d'une personne qui met à disposition un logiciel sur un site internet. Donc Crop ou Bringel ou Ouvre ta ferme. Voilà, c'est des logiciels de planification. Il y a aussi Airlouis de Jean-Martin Portier. Oui, et tout part en même temps là. Enfin, il y a plein de logiciels qui viennent, plus ou moins gratuits, plus ou moins ouverts. Voilà, donc j'ai commencé par Crop et je vais peut-être aller sur Ouvre ta ferme parce qu'on peut faire la partie commerciale. Là aujourd'hui, partie commerciale, c'est cagette.net. Mais quand on vend au restaurateur ou à la cantine ici ou autre chose, on fait les BL et la facturation à la main. Alors que le logiciel Ouvre ta ferme permet de le faire sur logiciel. C'est indispensable pour moi de passer du temps en hiver, tout caler. Là je réfléchis pas, j'imprime et je fais. Le logiciel m'a dit combien de graines je devais acheter. Enfin il dit, puisque j'ai saisi par rapport au volume.
Et puis après, ouais, on ne se pose plus la question. La question à se poser, c'est que quand la planche elle n'est pas disponible, ou quand j'ai fait trop de plans, il faut que je chope une zone possible. Mais comme il y a beaucoup de planches, voilà, je suis parti dans d'autres planches pour faire mon semi-direct. Au lieu de mettre là-bas, je l'ai mis là-bas. Donc faut pas être rigide et faut avoir un petit, des petites planches libres. Comme le dernier quart, j'ai pas parlé, le dernier quart des tunnels, c'est des plantes pérennes. Donc j'ai fait 2 lignes de fraises de donc 80 mètres de long. J'ai mis une dizaine de vignes, j'ai mis du kiwi, goyave et grenadier. Voilà, donc c'est la zone au fond où, voilà, pour faire un truc un petit peu plus exotique. Puisqu'en surface, c'est déjà pas mal d'avoir une surface 800 mètres carrés, voire 900 en tunnel, plus 4500 à l'extérieur. Pour une personne, je trouve que c'est ce qu'il faut. Et puis, le but, c'est d'avoir un salaire et c'est la surface disponible qui est suffisante. Je fais qu'une seule culture en plein champ aujourd'hui. Alors que je pourrais mettre de la salade peut-être avant ou après, mais pour l'instant je fais simple. Et en interne, c'est environ 1,3 cultures par an. Voilà, donc c'est encore, je pense, je peux augmenter à l'extérieur et à l'intérieur pour faire plus de cultures enchaînées. Mais là, c'est difficile de savoir quand les planches se libèrent. Alors, sous les haricots, des fois, j'ai mis des fenouils ou du persil. Voilà, donc jouer sur la verticalité, sur la partie horizontale. On trouve toujours de la place pour planter. Mais il faut que ça soit prévu à l'avance. Parce qu'on ne peut pas se dire, tiens, je vais faire une série de tomates en plus ou en moins. Non, c'est prévu avant et après on enchaîne. On va voir la pépinière et ensuite les outils. Juste avant la pépinière, donc là c'est le tunnel où au fond c'est la partie vigne, kiwi et arbre avec les fraises droite-gauche. Donc là on a un semi-direct, c'est la partie culture d'hiver où on avait mâche, là on a laitue, j'ai fait le semis de radis, épinards, laitue, carottes et encore laitue. Voilà, donc vous voyez soit sur paille, soit semi-direct. Je vais vous montrer le semoir, tout en aspersion avec un programmateur. Au niveau des filets, j'ai 3 filets. J'ai le filet thermique, le P17, c'est le centre de feutre. Après j'ai le gros filet type filet à patate pour les poireaux. Et les carottes aussi, bon, je protège les poireaux mais pas les carottes, j'ai pas eu d'attaque. Et puis le filet type anti-moustiquaire, enfin anti-moustique, pour tout ce qui est chou. Voilà, 3 types de filets où il faut jongler. Pour les arceaux, j'ai pris des arceaux de 3 mètres que j'ai coupés en 2. Ouais, peut-être, ouais. Ou 3. Ouais, On galère à en trouver. Eh ben ça c'est à la CAC. Ouais, je crois que j'ai acheté à la CAC, donc hors malice, des tiges de 3 mètres, coupées en 2. Et ça fait pile poil ce qu'il faut. Et quand c'est du 3 mètres, je peux le mettre sur deux planches. Donc en hiver, quand il a fait moins 10, c'était en 2022, un truc comme ça. Donc je fais une protection. Ça c'est la partie... il y a Fortier qui s'est inspiré de Coleman et qui a fait des ouvrages comment cultiver en hiver. Ils sont dans le nord des US, hein, dans le Maine, où ça caille. Donc une première production thermique par planche et après avec l'airsaut de 3 mètres, tu en mets une deuxième. Je les ai rangés, une deuxième pour couvrir 2 planches. Et après encore au cerf. Et encore le tunnel. Ouais. Parce que le delta température extérieure tunnel, c'est que 2-3 degrés. Hein. C'est pas, le tunnel il réchauffe pas hein, quand il fait moins 10 dehors. Il faut que je répare un petit peu le tunnel. C'est pas étanche. Ah, en tout? Ça revient? Une tige, ça coûte combien? Oh, je pourrais pas te dire.
J'ai le catalogue, ouais, c'est le Hormalis qui est associé à la CAC de... Bah, la CAC d'ici, là, de Gevenheim. Et là, sur le semis de carottes, c'est de la paillette de... C'est de la paillette de lin. Voilà, donc je mets de la paillette de lin pour garder l'humidité. Alors je ne l'ai pas fait sur le radis. Non, pas de compost. Alors j'ai essayé... Ah, il m'entend pas, c'est bon. Non, j'ai essayé le compost en mettant 5 cm et ça n'a pas été concluant. Donc, ouais, des mauvaises herbes. Et je faisais un semis aussi à la volée pour carottes, radis. Là, il y a, après les salades, il y a 10 mètres de semis à la volée de carottes. Bref, c'est pas génial. Hein. Donc, suite à ce que j'ai entendu avec les collègues de MSV, qui cherchent à savoir quel semoir utiliser, et ceux qui faisaient à la volée ont tendance à utiliser un semoir. Maintenant, je me suis dit, je ne vais pas attendre 5 ans et continuer à la volée. Je vais faire avec le semoir, on verra tout à l'heure. Et ouais, radis, je suis carrément plus satisfait. Carottes, ben, ça va le faire. Donc une paillette de lin pour garder l'humidité. Et puis amender, puisque c'est un petit peu de carbone, mais c'est léger. Et donc sur compost, alors je l'ai fait, ça fait de la manip, ça nourrit la terre. Mais j'étais pas, alors je sais pas si c'était mon semis à la volée, si c'était l'irrigation aussi, puisqu'il faut irriguer trop, enfin pas trop, là je sais pas trop. Le compost, c'est pas qu'il Ouais, voilà. pas trop longtemps, sinon il se réhydrate plus. Donc là, je mets des bâches, j'enlève et quand c'est propre, je sème. On va voir le résultat quand on enlève une bâche. C'est prêt à semer. Et là, l'emmerdement de tes passe-pieds, ça compte pas? Alors là, j'ai acheté le seul objet mécanique que j'ai acheté, il est électrique, c'est une tondeuse de 40 cm pour faire les passe-pieds. Voilà, c'est le seul truc. Donc là, je vais enlever les arceaux et puis commencer à tondre le passe-pied. Et désherber un peu les épinards, si je veux les avoir encore 2-3 semaines. Mais au niveau des herbages, ouais, on a beau dire MSV, on désherbe pas parce que c'est toujours couvert, faut pas se laisser déborder. Ouais, voilà. On peut voir la pépinière. Si vous avez des questions. Hein? Ça, c'est des semis de carottes? Ouais, semis de carottes. Ouais. Et tu les bâches pas en attendant que ça germe? Non. Jamais? Bah, c'est chaud là. Non. Ah, pour le faux semis, non. Non, c'était plus pour. Pour garder l'humidité? Non. Et elle lève. Là, j'ai fait 4 fois 5 minutes avec l'asperceur par jour. Comme il y a la programmation, ouais, je sais pas si vous pensez mettre. C'est des blocs, bon, on verra, hein, des blocs à 80 € où il y a une programmation 4 fois par jour au maximum, avec un temps. C'est pas mal, hein, avec les raccords rapides. Ouais, on va zioter la pépinière. J'ai juste une question sur tes Ouais. trouvailles. Il y a une histoire de pieds mâles et pieds femelles. Ouais, j'ai un pour 5. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est un mâle pour 4 femelles ou 5 femelles. Ouais. C'est ça, ouais. Et parce qu'en fait, moi j'en avais 2, un mâle et une femelle, puis il y en a un qu'un chien m'a enlevé. Puis je sais pas si c'est le mâle ou la femelle, j'arrive pas à avoir de fleurs. Ouais, c'est la première année, moi je les ai mis et j'ai 3 variétés différentes. Pour la pépinière, ouais, on va aller par là-bas. Donc il y a une zone aussi d'agrément. Donc là, le deal c'est d'avoir les terres et l'aide des résidents, mais aussi de faire de l'agrément pour les résidents. Donc j'ai planté des fruitiers, j'ai planté des arbres pour faire une zone plus visite, plus bien-être. Attends, je traverse. On va voir la pépinière. Puis je montrerai ça après. Donc pour la pépinière,
Ce site, il y a 50 ans. Ah ouais, c'est à moi. Il était resté sur la table là-bas. Il y a plus de 50 ans même. Hein. Donc il y a des sœurs qui sont encore propriétaires terriens. C'est auprès d'elles qu'on loue les terres. Et ils étaient en autarcie. Donc il y avait des étables. Ils produisaient toute leur nourriture. C'est pour ça qu'on a des vestiges. Enfin plus que des vestiges, c'est encore opérationnel. Hein. Ici une pépinière. Et pour l'IM Pro, donc c'est des groupes d'ados. Ils ont aussi une pépinière pour vendre des plants. Donc là, avec Eric, on a cette zone de 70 mètres carrés, je crois. Donc moi, j'ai la partie droite. Eric, il est à gauche. On fait toutes nos graines, comme je vous ai dit. Vous pouvez traverser. Hein. Voilà. Donc le terreau, on a un terreau de semis, on a un terreau de rempotage. On arrose à la main. Là, c'est la période, on a commencé les solanacées. Je laisse ton Alors on chauffe avec des nappes chauffantes. On a 3 zones de nappes chauffantes. J'en ai 2 à droite. Vous voyez les programmateurs au milieu. Eric pareil sur nappe chauffante. On a mis un petit feutre dessous et dessus pour protéger la nappe chauffante. Et puis on attend que ça lève. Ouais, mais tu peux. Voilà, c'est le truc bleu. Il y a un mini maxi. Elle monte jusqu'au maxi? Moi je limite. Il y a eu un mulot. Ça monte à 30, je crois. Mais là, j'ai mis 19. La nuit, ça monte à 30 en neuf chauffant? Mais c'est pas utile. La nuit, je mets 16. Et en journée, je mets 19. Et quand c'est plus, ça chauffe pas. Puisque là, on est à 22. Et la nuit, tu arrives à monter à 16? Ouais, ça reste à 16. Okay. Et quand ça gèle... C'est vraiment froid extérieur. Ah oui, la nappe sera à 16. Après, au-dessus, ça sera pas 16. Mais on a un petit chauffage. Quand il gèle, on met un petit chauffage. Ouais. Mais c'est passé, il n'y a pas eu de dégâts. Donc vous pouvez voir la diversité. Il existe du matériel aujourd'hui qui permet, si on a par exemple une gauche 54, 77, de disposer la graine. Donc si on manque de place, on les met dans le tunnel ou on met au-dessus. Donc c'est un peu limite, mais avec une bonne organisation, c'est suffisant. Et puis on a tous les pots, on a tout. On a racheté quelques plateaux un petit peu plus rigides. C'est magnifique. Les bébés légumes. Au niveau des graines, tous les bons légumes qu'on va pouvoir manger. Donc moi j'ai choisi de faire quelque chose d'assez carré dans l'esprit, donc de venir assez loin derrière. C'est peut-être, je pense pour notamment les nouveaux ou ceux qui sont en cours d'installation. La problématique de ma localisation ici, c'est que je suis assez loin du point de vente, assez loin de la zone de lavage, etc. Donc c'est le côté moins sympa. Par contre, ce que je voulais, c'était d'avoir des grandes longueurs, parce que l'objectif, c'est de mécaniser les apports de paille et de déchets verts. Donc pour moi, c'était essentiel de ne pas perdre de temps là-dessus, sachant que j'ai accès à du matériel et qui me permet finalement d'épandre un maximum
donc très concrètement de paille et de bottes, enfin de bottes de paille, de bottes de foin et de compost de déchets verts, donc que je récupère de l'ESAT. Donc ici il y a un ESAT parmi les différentes structures qui constituent l'association et l'Institut. Et donc sur les activités, sur une des activités des ESAT, il y a tout ce qui est travaux d'élagage, de tonte, etc. en interne et aussi pour des prestataires. Et donc du coup on a un deal sur plusieurs choses avec eux, ce qui me permet d'avoir accès à un produit qui est composté, relativement grossier, peut-être un peu trop grossier, mais bon qui fait l'affaire. Et donc dans l'idée là ça fait deux ans de suite où en intersaison je mets une couche de 15 cm à peu près, sachant que je rajoute, donc ça fait à peu près 200 tonnes à l'hectare, sachant que j'ai aussi du fumier de vache que je mets dessus. Et après ça je le mets sur un couvert, donc là vous voyez j'ai épandu de la févrole à la main, voilà, ça va vite. Et puis après j'ai épandu tout ça dessus, j'aurais peut-être travaillé si les conditions météo auraient fait que. Et puis après je bâche. Voilà. Donc le travail mécanique c'est uniquement centré sur les épandages parce que c'est beaucoup de manutention, c'est quand même un travail assez physique et je pense que c'est quelque chose qu'on peut facilement mécaniser. J'ai un épandeur, un vieil épandeur qui aujourd'hui on en trouve sur le Bon Coin entre 800 et 1500 €. À hérissons horizontaux, je paille même avec mes bottes, je pose une botte dedans et j'arrive à dérouler mes bottes de foin ou de paille avec ça. Après il faut un peu encore étaler, j'ai une petite faneuse pour étaler si j'ai besoin que le chantier aille vite. Et à un moment donné, le but c'est de faire ça à l'automne, quand on n'est pas en pleine bourre, et puis et après de laisser faire. Donc voilà, là il y a des couverts qui sont en place, donc vous les voyez, hein, en fait les trois blocs là n'ont pas été faits comme je viens de vous l'expliquer parce qu'il y avait encore des cultures en place. C'est les trois blocs que j'exploitais l'année dernière et puis tout le reste a été fait. Donc vous voyez les couverts ils commencent à avoir un peu de gueule quoi. Et puis amener 15 cm donc sur quelque chose où il y avait de l'herbe ou de la luzerne, ça a calmé tout ça. Donc l'effet désherbage dès qu'on met une bonne couche, ça c'est aussi pas mal. Ce que j'avais fait la première année et que j'ai pas réitéré, c'est qu'une fois que j'avais épandu tout ça, j'avais quand même mis un coup de déchaumeur sur 15 cm. Pourquoi? Parce qu'on était sur une prairie surpâturée par des chevaux et c'était vraiment très compact. Et l'idée, ça m'a permis de sortir des cailloux, d'enlever les plus gros cailloux aussi. Donc voilà, au passage, j'ai trouvé ça utile. Maintenant, si je ne l'avais pas fait à un endroit, j'aurais pu remarquer est-ce qu'il y a une différence ou pas. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Puis voilà, des fois, je pense qu'il y a des choses qu'on fait qui sont inutiles, comme par exemple, des fois, on fait de la grelinette à certains endroits pour se sécuriser. Je suis pas sûr que, voilà, des fois, ce soit toujours pertinent de le faire ou pas. C'est des fois des questions qu'on a un peu au quotidien. Je le fais, je le fais pas. Est-ce que j'ai bien fait? C'est toujours difficile après à mesurer, quoi. Et donc, base très simple. Et puis, quand il y a des semis, j'épand un deuxième compost qui est plus fin sur une granulométrie 0,20. Là du coup manuellement. Et puis bon, ça va assez vite. Et puis si éventuellement j'ai besoin de rajouter des bouchons, donc ce que je rajoute sur les cultures les plus gourmandes, type des choux, j'en mets aussi sur salade. Je le mets au seau quoi, et ça me permet de calibrer, donc je disais tout à l'heure un seau pour une planche de 30 mètres quoi, globalement. Et là pareil, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas avec tout ce que j'amène en matière organique par ailleurs. Et sinon, donc le fait que j'ai paillé, ça me permet finalement de... Donc j'ai fait ça à l'automne. Là cette année, je vais sans doute remettre un coup de paille. Dès que je vais planter, donc après ma bâche, là par exemple, là il y aura tout ce qui est courge. Je vais dérouler une botte, je ne sais pas encore si je vais le faire manuellement ou pas, et puis je vais planter dedans. Voilà, point barre. Donc ce que j'essaie de jouer aussi de manière assez importante, c'est sur certaines cultures, notamment là j'ai semé il y a déjà quasiment un mois de l'oignon en direct. C'est de remettre, souvent quand j'ai semé, c'est de remettre un coup de bâche une semaine ou 5 jours
pour essayer de jouer un maximum l'occultation et d'avoir très peu de temps de désherbage. L'objectif c'est de ne pas perdre, entre guillemets, pas perdre trop de temps sur le maraîchage et de faire en sorte qu'on soit le moins intrusif possible sur les parcelles, donc c'est-à-dire le moins de travaux. L'idéal serait je sème, je récolte, point barre. Voilà. Je pense qu'on a tous cet objectif. Et une fois que ça c'est fixé, voilà. Mais l'année dernière, voilà, sur planche, les planches de carottes par exemple, ce qui est souvent le plus délicat, une planche entière de carottes, donc 30 mètres, en à peu près 30 minutes, pas tout à fait, c'était désherbé. Et c'était bien, quoi. Après il y a des années où ça va moins bien, dans le tunnel c'est pas terrible cette année, voilà. Il y a aussi ce côté aléatoire, quoi. Le compost 0,20 là du coup c'est acheté? Oui. C'est du criblé que tu as? Non, non, c'est acheté. Le criblé, on peut le voir tout à l'heure, il est relativement grossier. Hein. Alors voilà. C'est pas toi qui recrible derrière? Non, après quand je vois que certains mettent du matériel très très grossier ou bien comme la ferme à part où ils ont carrément voilà, broyé quasiment sur place des arbres, je me dis que bon, voilà, je peux avoir un peu de grossier là-dedans. Mais on peut aller voir, je trouve qu'au bout de quelques mois, ça a déjà travaillé, ça s'est compacté, c'est vraiment pas mal. Et après on récupère quelque chose de très poreux et où on peut tranquillement planter à la main. Donc même là dans le tunnel, j'ai à peu près la même pratique. Et on parlait patates tout à l'heure, ben moi patate, j'ai pas d'outils. Je prends la main, j'ouvre mon gros tas de compost, je fous la patate dedans, point barre. Donc élément très important, je pense, l'occultation. Alors moi je travaille pas mal avec, je récupère des bâches d'ensilage gratuites ou bien même toutes les toiles tissées que j'utilise en culture. À un moment donné en hiver, l'objectif c'est pas de les laisser, de les mettre à un endroit et puis de les laisser coucher l'hiver inutilement. J'essaie de les mettre quelque part pour couvrir. Donc juste de les déplacer parce que c'est de nouveau un temps de manutention. Et je pense que ça peut déjà servir à occulter certains endroits, donc c'est pas mal. Tu arrives à les bouger tout ça? Ou c'est trop long? Justement, là c'est un peu compliqué. Il faut une journée comme aujourd'hui, pas de vent déjà. Ouais. Le moindre vent t'oublie. Et après, oui, ben, là-bas, j'avais d'abord des bâches qui faisaient des 12 sur 30. Maintenant, je récupère chez un autre collègue éleveur des bâches de 20 sur 8. Donc ça me fait une demi-planche et là, ça va. Elles sont pas trouées, elles sont en bon état? Elles sont un peu trouées, mais enfin, pas grave. Si sur des planches, enfin sur des blocs comme ça qui font 4,8 ar, tu as quelques trous et quelques mosherbes à un moment qui passent, quand tu vois tout le reste, tout s'y occulté, sur de la bâche recyclée, voilà, qui de toute façon se répartit quelque part au recyclage, toi tu vas les réutiliser pendant 3-4 ans, s'il y a quelques trous à droite à gauche, c'est pas bien grave. Ça c'est mon avis. Ouais. Et t'as jamais de vaches qui partent avec ce vent là, enfin, des sacs là? Alors l'élément important c'est de bien les lester, donc les sacs de lestage dans lesquels il y a 10 kg de cailloux à peu près dans chaque sac. Et ouais, c'est l'élément important. Ouais. Et c'est des sacs que tu récupères d'eau? Non, les sacs, non, j'achète quand même des fois quelques trucs, donc ça c'est pas de la récup. Ouais, ça faut que ça soit c'est de la, ouais, c'est de l'achat, je les achète, je travaille avec un peu avec Ormalis et de plus en plus un peu surtout avec SNK qui est à côté là, Martial de SNK, sur l'irrigation et puis de plus en plus sur du matériel, voilà, tout type. Ces sacs de lestage ils sont bien par rapport au boudin. Parce que du coup, on arrive facilement à les prendre en main, à les transporter et ça va bien. J'ai essayé d'autres types de sacs, un peu de récup, mais c'est moins solide, donc ça va pas. Voilà. Les courges, t'as dit que tu fais que sur paille, pas sur bâche? Les courges seront une partie sur paille, une partie sur bâche. Et là, tu lestes au milieu alors aussi, pour pas que ça... Oui, tout sera lesté, oui. Jusqu'à ce que le plan soit relativement développé, et après c'est bon. Avec des sacs uniquement, des agrafes aussi pour les plantations? Non, là j'ai utilisé que des sacs. Ouais. Voilà, enfin, pour moi c'est assez simple dans l'esprit, au moins dans l'esprit. Après, voilà, on n'a pas suffisamment de recul. La première année ça a bien marché, c'est peut-être la chance du débutant. Voilà.
Et tes on verra. animaux, tu les mets pas en pâturage ici? Alors non, moi alors il y a peut-être par rapport à certains principes qu'on évoquait tout à l'heure ou qu'on voit beaucoup, tout ce qui est animal et tout ce qui est haie. J'avais prévu, j'ai une haie de côté mais qui est relativement loin, on va dire, elle est à 10 mètres de la première parcelle agricole parce que j'ai justement un peu peur de ce qu'expliquait Fabrice. C'est-à-dire on le voit sur des champs, l'effet de l'arbre, il y a des effets positifs et des effets moins positifs. Et donc pour l'instant j'ai rien mis en intraparcellaire. Alors ça apporterait sans doute des choses par rapport à la ombre, par rapport à tout ce qui est, des apports mycorhiziens en fait, les effets bénéfiques des champignons, symbiose entre la plante et l'arbre. Mais pour l'instant je suis assez à l'extérieur. Par contre moi je plante au fur et à mesure ce que je trouve, ce que j'arrive à récupérer, ce que j'aurai à déplanter à droite à gauche, je les mets dans ma haie. Donc voilà. Et par contre rien en intraparcellaire et les animaux non plus. J'aurais pu faire les poules, c'était un peu l'objectif de départ, mais il y a deux limites pour moi, c'est que j'ai des bâtiments que je déplace au tracteur. Donc c'est des conteneurs maritimes qui ont été aménagés pour faire les poules dedans. Et donc ça demande de la place déjà pour circuler. Et puis j'avais pas envie de circuler sur les parcelles non plus avec ce matériel. Et puis deuxième chose, c'est que pour moi il y a une chose importante, notamment quand on a de la volaille, c'est de la sécuriser avec du fil électrique. Et moi là-bas je suis sur secteur, sur la deuxième partie. Et ça me paraît important. Ici j'ai un peu quelques doutes, il suffit qu'il y ait un renard ou une autre bestiole qui passe et à un moment donné elle te fait le ménage et tu n'as plus rien. Sachant que c'est compliqué, c'était compliqué jusque-là de trouver des poules bio, il fallait attendre 6 mois, aujourd'hui c'est plutôt 4 mois, mais bon c'est assez compliqué, donc quand t'en perds, tu démarres pas du jour au lendemain non plus, quoi. Et donc voilà, c'est deux raisons pour lesquelles j'en ai pas, et j'ai pas d'animaux ici. Je fais tourner un peu mes moutons sur les pourtours, mais pas de volaille ici, quoi. Et je pense qu'avec la partie matière organique que j'apporte, qui est pour moi l'effet principal qui aurait été l'intérêt principal des poules, pour l'instant je ne l'ai pas, donc j'apporte suffisamment de choses. Voilà. Rien n'empêche de récupérer les fientes et de faire un apport, non, ou pas? Non. Je veux dire, moi je vide le poulier 2 fois par semaine. Voilà, je prends une pelle, j'ai 10 pelletés où je balance par-dessus le grillage. Voilà. Quand j'ai besoin de faire de la matière organique, je prends mon tracteur, mon épandeur, et c'est un chantier qui se fait en 2 heures, quoi. 2 heures pour 7 planches. Voilà. Ok. L'irrigation peut-être, pour moi ça a été l'investissement le plus important parce qu'il a fallu tirer, donc il n'y avait pas d'irrigation ici, il a fallu tirer la conduite jusqu'ici, après alimenter. Donc aujourd'hui, il y a un investissement à peu près sur 6 000 €. Le fait de voir, donc moi j'ai récupéré les tunnels du bout qui n'étaient pas du tout équipés ou plus du tout équipés et plus utilisés depuis 4 ans. Donc j'ai intégralement rééquipé, j'ai fait le choix d'équiper à la fois donc chacun des tunnels à la fois en aspersion et en goutte à goutte. Et ici sur l'extérieur, je peux alimenter 2 des 10 blocs en goutte à goutte. Et le reste, finalement je suis resté sur... il y avait de la couverture intégrale ici qui était utilisée avant sur maïs. Et donc je suis resté sur la couverture intégrale parce que je trouve que ça marche pas trop mal. Je vois qu'elle ne consomme pas plus que le goutte à goutte et des asperceurs un peu plus spécifiques type Méganet, etc. qu'on peut trouver sur le marché. Donc je fonctionne avec la couverture intégrale et je trouve que ça va bien. Voilà. Il y a peut-être un peu de perte en eau, un peu trop de perte en eau sur les bordures, quoi. Mais après, au moins quand on a de l'eau et qu'on décide d'arroser, ça envoie et puis ça fait le job. Et du coup là ça va pomper dans un étang, c'est ça? Non, alors ici on a donc l'étang c'est pour les grandes cultures et
les grandes cultures et les prairies qu'on a. Et par contre, le petit bâtiment que vous voyez là où il y a une porte qui manque en haut, donc là c'est la station, il y a une station de pompage, c'est la station de pompage, et donc il y a un puits qui est à 10 mètres, donc on a un puits spécifique pour la zone maraîchère, qui a été fait il y a à peu près 10 ans, quand ils ont démarré l'activité maraîchage. Et qui ne tient pas toute l'année alors. L'été dernier, voilà. Il était donné à 18 mètres cubes heure. Finalement, après, on nous a dit ouais, c'est peut-être plutôt 12. Et l'été dernier, c'était un peu compliqué. Et on pensait que c'était un peu autre chose qui merdait. Et puis finalement, aujourd'hui, on a facilement de l'eau, pas mal d'eau. Donc je pense que c'est plutôt la ressource en eau. Ouais. Donc ça, sachant que c'est un enjeu quand même important. Moi, la première réflexion que j'ai eue autour de ça, c'est est-ce qu'on peut amener de l'eau dans le maraîchage? Voilà, ça c'était sûr, surtout vu les terres, mais je pense que notamment dans le Sungo ou ailleurs, tu te poserais les mêmes questions, quoi. Et voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir sécuriser pour pouvoir continuer à produire normalement, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne produis pas sur tous les blocs. Parce que je pense que le temps me manque pour l'instant, et puis de toute façon il faut bien régler ça aussi par rapport à la partie commerciale. Donc on aurait je pense sans doute moyen de faire encore plus. Après la limite c'est qu'il faudrait arriver à notamment planter dans la paille pour pouvoir accélérer les chantiers de plantation et donc après faciliter la mise en marché de si on produisait sur tous nos blocs là. Tu arrives à faire plusieurs rotations par an ou... Alors ici, oui, dans l'idée, je tourne autour de la salade, donc c'est uniquement là-dessus. Donc j'arrive à faire une salade et puis après une deuxième culture. Mais après sinon sur le reste, non. Parce que de toute façon j'ai encore des blocs libres que j'exploite pas, donc voilà, je m'embête pas trop. Je laisse plutôt les planches un peu libres, comme elles sont là. Et puis voilà, pour l'instant, j'ai pas non plus le besoin en termes de surface. On n'est pas restreint en termes de surface. Donc on n'intensifie pas à l'extérieur. À l'intérieur, c'est différent. À l'intérieur, c'est plutôt, c'est plutôt deux cultures sur une partie, quoi. Est-ce que tu arrives à en vivre déjà sur la deuxième année ou pas encore? Ou c'est quoi les prix, si j'ose demander, hein? Oui, pas de problème. Déjà, en vivre, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est déjà différent. Tu vois, tout à l'heure, on disait, je me sors un salaire, mais ton salaire, ce que toi, tu as besoin, c'est peut-être pas forcément ce que l'autre a besoin, etc. Moi, pour être très clair, l'année dernière, donc sur une première année où donc j'avais un peu plus d'un tunnel, parce que j'étais un peu feignant en début d'année, j'ai démarré très très doucement. Donc en gros, j'ai rien fait à l'automne. J'ai plutôt regardé un peu comment évoluait le sol, etc. J'avais pas mal d'aménagements à faire pour les bovins, j'avais encore des choses ailleurs, bref. Donc j'ai commencé doucement mes semis en avril, j'ai utilisé seulement un de mes tunnels. Voilà. Donc là cette année je vais en utiliser deux, presque 2,5 là, celui qui n'est pas couvert. Et puis j'avais 3 blocs, donc ça fait à peu près 15 arts dehors. Et donc en tout j'étais à peu près à 22 arts exploités. Et en termes de légumes, j'étais quasiment à 13 000 € de chiffre d'affaires. Après j'ai les poules, c'est 3 500 € de chiffre. Après j'ai des céréales, c'est à peu près 9 000 € de chiffre. Et puis après il y a les aides PAC, dont une partie n'est pas encore tombée, dont notamment les aides à la conversion. Et c'est de nouveau à peu près 8 000 €. Donc je suis à peu près en termes de chiffres à 35 000, et comme moi l'objectif c'est de dépenser le moins possible déjà, j'ai pas tellement de charges, j'ai très peu de charges. Donc voilà, globalement, pour moi le salaire il est là. Voilà. Et puis on n'a pas mis, vous l'avez compris, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas investi autant que peut-être la moyenne des maraîchers, donc ça c'est un super atout. Et là c'est une location là ou pas? C'est de la location. Oui. Par contre, voilà ce que j'ai mis, je disais tout à l'heure, sur une partie là, l'enterrer, si demain je pars, on a un bail sur 9 ans,
Donc si au bout de 9 ans on nous dit bah ok, on nous congédie, hein, comme on dit juridiquement, bon voilà, on va pas déterrer notre PE quoi. Ou voilà, mais bon voilà. Je pense que pour l'investissement par rapport à ce que j'avais estimé au départ, voilà, on s'en sort plutôt bien. Sur la partie volaille, comme on est sur le volet investissement, au début il y a un bâtiment volaille pour faire 165 poules donc en bio. En 2020, avant le Covid, on était à 28 000 €. C'était ce que j'avais dans l'étude économique. Et quand j'ai voulu investir, parce que j'étais parti sur du neuf pour faire quelque chose qui soit au top, c'était 40 000. Donc à 40 000, ça ne valait pas le coup de démarrer quoi que ce soit. Donc voilà, là j'ai trouvé des conteneurs. Il me faut 2 conteneurs voilà, pour faire ce que j'avais prévu. Donc dans chaque conteneur, je peux mettre 82 poules en bio. Et le conteneur, transport compris, il m'a coûté 2100 €. Donc voilà, avec mes 2 conteneurs, c'est 10 fois moins quoi. Après, il faut un peu les adapter, les aménager. Voilà, parce que... je pense que c'est important de démarrer, surtout nous sur des petites structures où des fois si tu perds un marché, tu dois baisser un peu du prix, ou tu n'as pas le volume, une année merdique. Voilà, l'année dernière on a eu des super années, je pense en tunnel c'était pas mal, super année de tomates, etc. Mais si tu te viandes sur ton été par exemple, parce que tu n'as pas les conditions météo, parce que tu as de l'acarien, parce que je sais pas quoi, et que tu loupes une partie de chiffre d'affaires, si tu as déjà le boulet au pied à cause de l'investissement, ça peut vite être tendu quoi. Alors que si tu pars au départ, même si tu démarres peut-être un peu moins vite, mais sans le boulet au pied, ça permet aussi de voir venir, ça c'est mon approche. Et donc voilà, je pense surtout quand on est sur des structures, voilà, sur des structures où mine de rien, voilà, on est quand même, on ne devient pas riche, je pense, en étant maraîcher. Ou bien peut-être Sophie, il y a des choses que tu nous caches de ce que tu sais de ton réseau de maraîchers. Okay. Peut-être principale difficulté, moi j'ai limaces, il y en a, mais globalement je trouve qu'on a des super clients parce que les carottes qui sont un peu pas jolies, ils nous les prennent quand même. Il y a des limaces dans les salades. Il y a des vers de terre dans les salades, voilà, ça c'est un peu le problème. Vers de terre, dans les choux et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais par contre, même la cantine, je veux dire, voilà, ils comprennent l'esprit dans lequel on travaille. Et voilà, on n'a pas de mauvais côté par rapport à ça. Donc moi j'ai tendance à les laisser. Puis de toute façon, je pense que l'anti-limace, j'ai du mal avec ça. Enfin en termes d'efficacité, je ne sais pas. Et par contre, après c'est les campagnols. Voilà. Donc ça, dans notre système, je pense que c'est ça la grosse difficulté. Donc il y a les chiens, vous disiez, moi aussi, il y a les chats, il y a les furets, il y a les rapaces, ici il y a pas mal de rapaces, donc, ça, ou des hérons, voilà. Et après il y a les top 4, voilà, en ferraille, là, ça coûte 70 €, mais je trouve que c'est super efficace. Donc des fois, tu fais le ménage d'un tunnel, tu as chopé 2 campagnols, tu n'as plus rien après, tu n'as plus de dégâts. Alors que si tu as laissé partir, tu ne maîtrises plus. Sinon, il y a une version moins chère aussi que le top 4. En plastique ? En plastique, ouais. Ouais, mais en plastique, j'ai aussi du plastique, je ne suis pas fan. Ouais. Ah, mais ils sont moins chers. Ah oui, ils sont moins chers. Oui. Après, c'est sûr qu'ils sont moins durables. Ouais. Voir combien de temps ça tient. C'est, enfin, très clairement, c'est une méthode de capture et pour tuer le campagnol, quoi. Voilà. Et tu le mets dans le trou. Comment vous gérez la pression du campagnol là, par tous ces moyens que tu viens de citer, mais techniquement, ça représente quoi En perte ? En temps de travail, en perte, ouais, tout ça, enfin, comment tu fais Déjà, quand moi je bâche, je débâche. Des fois, quand j'ai un peu le temps, je bâche, je débâche juste pour regarder pour déranger les campagnols. Et je le fais avec le chien. Donc au moment où tu débâches, il y a le chien derrière qui chope ce qui bouge. Ouais. Je suis un peu, mais je le fais comme ça parce qu'à un moment donné, on n'était pas très interventionniste, y compris là sur les prairies, etc. Donc tout montait un peu allègrement. Et du coup, c'était un peu le royaume pour ces bestioles-là. Et à un moment donné, quand on a commencé à avoir de la pression sur les carottes, c'est plutôt venu à l'automne, hein.
sur les carottes, un peu sous les bâches, il n'y avait rien encore sur les courges, mais à un moment donné ça se baladait sous les courges. Et on l'a vu parce que moi j'avais des hérons qui étaient toujours là, donc je trouvais ça sympa, sauf qu'à un moment donné ils cherchaient les mulots, les campagnols sous les bâches, sous les toiles tissées. Et donc du coup pour y aller, ils m'arrachaient les plants. Donc, et donc on a vu que voilà, les prairies, enfin, tout ce qui est bordure en herbe, il faut les tondre. Et ça c'est notre avis par rapport à ça. Il faut les tondre. Et puis les bâches, ouais, si tu laisses des bâches trop longtemps en place, là ils se réfugient en dessous et à un moment donné quand tu les troubles très régulièrement, voilà, tu fais un peu le ménage et ça calme tout de suite la situation. Pour moi c'est essentiellement ça que je fais, qu'on fera, c'est déjà mieux nettoyer nos parcelles, nos abords, et puis être très vigilant sur les bâches. Bâchage. La bâche, ça les trouble un petit peu, mais... J'ai le chien. Enfin, le chien, il est là. Il n'y a pas grand-chose qui résiste. Il fait des gros trous. Tu as vu comme il est gros? Il fait très vite des gros trous. Ouais. Mais ça fait un ménage important. Et après, voilà, ici, on sait qu'il y a des lièvres, des renards. J'en ai déjà vu même jusque dans le tunnel. Il y a des chats, 3-4 chats qui se baladent. Donc, toute cette... voilà, la régulation que tu vois pas, celle-là... voilà. Ce que fait le chien ou ce qu'on peut, les top cages pour le tunnel, voilà, ça je vois ce qui est pris quoi, et ça fait déjà pas mal. Tu les mets peut-être à une période intéressante, parce que tu dis il y en a, j'ai oublié après on est terminé, tu les mets à des périodes pour moi c'est moi j'en avais beaucoup justement quand venait l'automne. Tout ce qui est souris mulot rentrait dans le tunnel. Donc là, c'était un moment donné, ils se sont concentrés sur des zones, et puis sur les zones où il y avait les légumes racines. Voilà. Oui, mais après, sur bâche, après, ça va être tout le temps. Hein. Quand j'ai des bâches, les placer, les déplacer. Après, sur toile tissée, je peux pas quoi. Ah mais souvent, ils sont pas forcément dans les galeries. Hein. Ils sont sous la bâche. Ah ben à un moment donné, pour le top 4, là, il faut repérer la galerie et le mettre dedans. Mais ce que je fais, le top 4, c'est essentiellement dans le tunnel. Dehors, c'est le chien, pour moi, beaucoup. Et tu dis que grelinette, ça les dérange aussi, Oui, bah, c'est essentiellement pour ça que moi, je voulais faire un coup de déchômage cet automne quand j'ai épandu. C'était pour casser un peu les galeries des mulots et campagnols. Maintenant, le fait d'avoir mis par rapport à des endroits où j'ai de la terre nue ou bien de la paille ou des résidus, là où j'ai mis le compost, ça a calmé les choses. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a une explication, mais est-ce que... Ouais. Mettre du raticide dedans, Non, moi j'ai... Comme l'antilimace, pour l'instant, j'ai pas mis de raticide, on en met un peu dans la pépinière. Et tu disais sur l'antilimace, tu avais des doutes sur l'efficacité? Ouais, j'en ai déjà utilisé à l'époque quand on était en conventionnel, il y a longtemps sur l'exploitation, l'autre exploitation de ma femme, on a utilisé 1 ou 2 fois, mais enfin, je sais pas, tu mets sur colza, on te dit qu'il faut en mettre sur colza, et puis tu vois pas l'effet quoi, tu vois, voilà, sur des cultures très appétantes. Bon, je sais pas, même, ouais, toi t'en utilises un peu plus peut-être que moi là, de l'Iron Max. Il faut passer toutes les semaines sur les salades ou autres tunnels. Quand tu vois que tous les choux ont été bouffés à l'extérieur, j'ai raté 1 semaine, donc il faut y aller toutes les semaines à la gramine bleue, anti-limace, sinon on fait dégommer la pluie. Oui. Ouais, bah, voilà, ouais. Ou chaque arrosage dans le tunnel. Alors moi j'utilise de la cendre de bois un peu quand même, des fois, si je vois qu'elle... Moi je pense qu'elle aime pas quand elle commence à venir dans la cendre, qu'il y a une couche comme ça et que ça commence à baver. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ai pas dit que c'était... Ah ben, il y a 7 piquets, ouais, ils sont là. Ouais, ça suffit là pour les rapaces, ils se mettent là-dessus. Il y a beaucoup d'arbres, hein. Énormément d'arbres, donc il y avait tout l'été, il y avait énormément de milans. D'ailleurs, ça m'a étonné parce qu'ils n'allaient pas aux poules, mais jusqu'à l'automne, et l'automne, ils sont allés sur les poules. Ils ont changé ils ont changé de cible.
il y avait le pivot, il y a le pivot à côté, donc ils étaient sur le pivot, regardez, ils étaient à 50 mètres du pivot et dès qu'il y avait une occasion, bam. Ouais. Ouais. Ok. À chaque fois vous avez dit je, et puis là sur la fin tu as dit on. Non mais comment est-ce que vous partagez? Est-ce que vous décidez tout seul? Est-ce que vous décidez ensemble? Parce que finalement vous avez quand même des blocs séparés, mais c'est quand même important. En plan de culture, sans en avoir parlé avant, une petite série diversifiée, des petits pois, des mange-tout, des trucs comme ça. Donc plus en début de saison, diversifié. Eric qui vient après, il fait la jonction. Et tout à la fin, on a Jérémy Littner pour les légumes de conservation. Donc naturellement, comme moi j'ai plus de temps en maraîchage, parce que je suis à 100% en maraîchage, bah, je fais plus de diversité, des petites lignes de culture sans mécanisation. Et après, bah, Eric vient avec, c'est ça, hein, un petit peu la logique qui s'est mise en place. Et en hiver, vous vous mettez quand même d'accord alors sur... On partage les plans de culture. Après, oui, comme dit, moi j'étais plutôt parti pour faire un peu des grosses séries, voilà, où à un moment donné, quand on décide de faire du chou Bruxelles, on envoie du chou Bruxelles, voilà, et alimenter notamment aussi la cantine. Donc assez naturellement, finalement, après, on ne se connaissait pas avant. Et puis finalement, voilà, ça colle bien. Très naturellement, on est arrivé à bien se caler nos différents programmes et à s'ajuster. Merci, à bientôt. Et ouais. Mais après, je pense, oui, sinon il faudrait discuter, quoi, parce qu'à un moment donné aussi, on a vu cette année où est-ce qu'on avait des manquements, où est-ce qu'on pourrait faire davantage. Et moi, par exemple, tout ce qui est, Xavier l'a dit, tout ce qui est fenouil, cébette, plein de choses comme ça, je ne fais pas, mais je vais plutôt partir sur voilà, plus de salade, chou Bruxelles, un peu les classiques, quoi. Voilà, Alors ça c'est pour le plan de culture, mais après pour les décisions en agronomie, ça c'est chacun ses parcelles. On a chacun notre structure, donc on décide chacun. Après, de temps en temps on fait un tour comme ça et puis on se croise, bah tiens j'ai vu ça chez toi, qu'est-ce que tu en penses, ou voilà, on échange comme ça, mais après, voilà. Après par contre tout ce qui est magasin et tout ça, là on a fini le règlement intérieur pour intégrer aussi d'autres structures. Voilà, là on partage. Vous avez un GIE tous les 8 ensemble, non? Une CUMA. Juste la CUMA? Oui. Il n'y a pas de structure de vente entre eux? Non. Non. Donc au magasin, c'est quand même tout séparé aussi alors. Oui, en fait, tout séparé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vend de la carotte, moi j'ai mes carottes, Xavier a ses carottes, on les met ensemble et puis on vend de la carotte. Après on se dispatche le chiffre d'affaires en fonction de ce que chacun a amené. Mais voilà. Bon. Ça peut paraître un peu compliqué, mais bon, je sais pas, non, c'est pas compliqué. Ça fait un peu ses récoltes, il réduit en fonction de ses récoltes. Ouais, c'est ça. C'est plus facile de vendre chacun ses carottes et que les clients peuvent choisir entre les 100 et les 100. Ouais, ouais. On n'aurait pas assez de place dans le magasin. Ouais, bon, pour certains trucs c'est assez visible, pour les tomates, Ouais. les carottes. Non, je trouve que tout fait est beaucoup plus facile. Ouais, en fait, si ça commence à devenir un vrai casse-tête, à devoir te dire limite faut un code barre sur chaque carotte, là. C'est pas à qui voler. Et puis là on n'a pas fait de pub à l'extérieur, donc on pourrait plus produire. Ouais, notre difficulté là c'est De produire. d'achander le magasin plus que l'inverse. Donc pour l'instant on n'a pas de pénalité, on n'a pas de casse-tête à se dire je vais faire moins de carottes, moins de... Non, si on fait plus tant mieux, ça partira. Oui. Puisque Loïc, il pouvait être avec 2 embauchés et de l'aide, il allait produire jusqu'ici, il y a 10 ans. Ouais. Donc là, on n'est pas encore au niveau de ce qu'il faisait avec le même magasin, sans pub. Donc voilà. Le boulot d'étranglement, c'est plutôt nous que la demande. C'est bien. Après, alors, nous sur des surplus de légumes, parce qu'on a eu à un moment donné des surplus de courgettes, de concombres, voilà, avec des fois des productions un peu aléatoires, de salades. Et donc on
ne perd pas d'argent avec, avec de la mévente. On a la cantine qui prend un certain nombre de légumes. Et donc ça, je pense que c'est important sur nos systèmes parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même un peu toujours ric-et-rac sur les chiffres d'affaires. Si déjà on implante et que ça va jusqu'au bout, le but c'est quand même de le vendre. Et donc si on a des sorties, que ce soit ça ou autre, hein, ça peut être de la transfo, ça peut être d'autres choses. Mais je pense d'arriver à les valoriser, à valoriser tout ce qu'on fait, c'est important s'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que voilà, dans nos systèmes, chaque sou compte, quoi. Vous avez quand même un exutoire garanti, Ouais, garantie, oui, quelque part, oui. Un engagement, ouais, tout à fait. Après, on sait qu'il y a des légumes qui ne vont pas prendre. Parce que pour eux, ça va prendre trop de temps à les préparer, à les éplucher, etc. Donc ils ne pourraient pas. Donc voilà, on le cale aussi par rapport à ça, mais on a une super opportunité là aussi, de par l'Institut, de pouvoir valoriser une bonne partie de nos légumes et de ne pas avoir de pertes. Et je pense après pour chacun, c'est aussi de trouver voilà, un moyen d'arriver à valoriser à un moment donné des surplus qu'on peut avoir parce qu'en été on n'a pas la clientèle qui est là, les gens sont en vacances parce que voilà, et c'est là que tu es en pleine production, c'est important quoi. Voilà, si vous faisiez plus de pub, vous pourriez capter un peu de touristes aussi, parce que dans la vallée, tu as quand même du passage de touristes. Bah en fait, devant le gros rond-point du Leclerc, on s'est dit on a vu une remorque avec des bottes, une grosse bâche. Donc là, ce sera peut-être le meilleur moyen de faire de la pub, que ce soit Pierre-Paul Jacques qui vienne, mais pour l'instant, comme disait Xavier, on n'a pas assez de production. On verra cet été, sans doute, voilà, l'objectif c'est de taper plus fort cet été, donc voilà. Non, l'objectif c'est pas ça. Notre point central c'est l'Institut, c'est ce magasin de vente, c'est le lieu central où on y est avec les résidents, on veut que les résidents continuent à participer à ces ventes. On veut que ce soit chaleureux comme ça l'est aujourd'hui, on veut proposer nos produits là où on est. S'il y en a un qui veut venir ici visiter les jardins, il vient comme il veut. Donc ça c'est important. Après, cagette, la cantine, etc. bien sûr. Mais voilà. Vous avez une clause pour inclure les travailleurs sociaux vraiment dans votre bail ou pas? C'est un document additionnel qu'on a signé avec l'Institut. Convention. Ouais, c'était pas le terme qu'il utilisait, mais je sais plus, oui. Ouais, comme tout ce qui. Formaliser le fait qu'on propose des chantiers, Loïc est là et il prend, voilà. On a quelque part le devoir de proposer, enfin de laisser nos parcelles pour qu'elles soient le support un peu de leurs activités. Et ça, c'est vu avec Loïc qui va dire oui, lui il peut faire ça, lui il peut faire ça. Tu vas pas mettre n'importe qui à désherber de la carotte, parce que tu n'auras plus de carottes. Voilà, mais ça, c'est le deal. Comme on a l'obligation d'être en bio sur les terres agricoles, comme on a l'obligation de laisser en place tous les haies, les bosquets, les arbres, etc. D'entretenir normalement voilà, toutes les parcelles qu'on a à disposition, etc. De partenariat là, du coup, quand tu disais ça, il y a déjà l'outil de la cantine, est-ce que ça serait envisageable qu'il fasse une transformation en cas de surplus après, quoi. Enfin d'évoluer vers un truc comme ça, quoi. C'est quand même un outil sympathique, une cantine, oui. Par rapport à ça. Disons là on est sur la deuxième année de travail avec eux, donc on a réussi à aller plus loin encore, un peu plus loin, notamment en termes de prix, voilà. Et donc je pense que déjà si on arrive à faire un produit brut, parce qu'un produit brut qui convient, ce sera déjà pas mal et se concentrer là-dessus. On n'a pas véritablement pour l'instant d'obligation non plus de demande, nous non plus, eux non plus, d'avoir un produit transformé. Peut-être. On avait plein d'idées. À un moment donné, on a réfléchi l'hiver dernier à deux pour se dire on fait de la farine ici, on a un bâtiment de stockage, on a des céréales, voilà, on pourrait faire la farine d'ici, ils consomment 24 tonnes de céréales, enfin 24 tonnes de farine, ouais, on pourrait faire. Voilà, mais il y a des choses. On verra. Est-ce qu'il y a moyen de voir les poules et les cueillir? Oui. On peut. Un quart d'heure. C'est quoi l'espèce? De quoi? Bah, c'est la poule rousse classique. Les Warren. Ouais. En bio. Ouais. C'est celle des Warren.
Ouais, peut-être, je sais pas, le poule rousse. Le pouvoir de la solitude, voilà. Oui, oui. Le quoi? Le pouvoir de la solitude, mon Dieu. Oh, c'est triste. Ouais. Il existe encore celui-là? Ouais, je pense qu'il marche bien. Hein. Enfin, je sais pas, tous les... Ouais. Ils ont aussi bien passé, je crois, le cap du Covid, là. Il y avait pas mal de gens qui l'ont acheté. Voilà, ils ont acheté et il faut s'y prendre un peu à l'avance si tu veux commander. Hein. Ouais. Ils ont la particularité de faire pas mal des petits lots. Par rapport à si on voit des systèmes barinois, etc., c'est tout de suite des lots de plusieurs milliers d'animaux. Là, quand il vient, si tu en veux 20, si tu en veux 50, 60, ils te les livrent même, quoi. Et t'as mis des coques ou pas? J'en avais. Ah. Bah, tout ce qui ressemblait pas à une poule rousse, c'est ce qui s'est fait bouffer le premier par les rapaces. Donc le coq, la poule noire de Xavier, voilà. On s'est dit ce sont les coques qui vont protéger les poules contre les rapaces. Ouais, bah non. Tu fais un prélèvement de terre? Qu'est-ce que tu nous piques? Il nous pique de la terre? Donc qu'est-ce que vous faites? On écoute le sol. Ah oui. On écoute le son. Vous allez écouter le sol aussi. Ça marche là? Tu peux y aller, tu peux écouter? Il y a du ver de terre? Pas trop. C'est quoi que j'entends? De l'eau, non? Ouais, j'ai j'ai l'impression, ouais. Ouais. La flotte. La flotte qui coule. Hein. S'il y a de l'eau dans le sol, c'est bon. Ça réussit. On y va. Oh. T'as pas écouté? C'est dans ta parcelle, comme ça tu nous diras ce que c'est. Un mulot? Hein? Je sais pas. Il dit c'est de l'eau. C'est beau. Non, mais en fait, t'as un peu ça. Ouais, bon, ouais, je pense que c'est plutôt des réseaux. Ouais, comme dit, de la flotte, tu peux entendre, ou je sais pas après. Ouais. Vous disiez vous avez des poules, Oui. vous avez des moutons Oui. et des vaches. Oui, sur l'ostructure, oui. Ouais, Oui. d'accord. Et les moutons, c'est pour la viande? Les moutons, c'est pour la viande et en fait, dans la base, on a des vignes, c'est mon épouse, et donc il y a de l'éco-pâturage dans les vignes. D'accord. Donc, et du coup, les moutons, voilà, ils sont là pour nettoyer les vignes. Ok. Et donc là, on a un troupeau de 22-23 mères, et là, avec les jeunes, et on fait de la viande, du coup. Comme les vaches, c'est pour la viande. C'est pour la viande. Oui. Et vous Intégralement. Aussi, donc, vous disiez le fumier, tout ça, ça vient de... Oui, oui. Les bêtes sont là-bas, donc les vaches. Ouais. Donc du coup, c'est le fumier qu'on utilise dans les parcelles là. Et c'est pour nous, c'est le moyen le plus simple, parce que là, on n'a pas discuté forcément de prix, mais c'est vrai que la personne chauve, là, c'est quelqu'un qui vend du compost, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que c'est tout de suite des coûts importants. Et donc si on arrive à faire... nous-mêmes, c'est déjà un peu de l'argent économisé, quoi. Voilà. Ouais. Et je pense. Et les moutons, là, pour entretenir les vignes, Oui. Enfin, on peut bien compter sur eux ou ils un petit peu... Non, c'est pas mal. Les moutons, en fait, on a une race peut-être. Oui, voilà. On a une race qui s'appelle des Shropshire, qui viennent forcément hein, du Royaume-Uni, là. Et donc, leur spécificité, c'est qu'ils ont une cervicale qui est un peu plus développée, qui leur empêche un peu de lever la tête. Et donc, on a trouvé ça chez des producteurs de sapins, notamment, qui eux font beaucoup d'éco-pâturage dans leur sapinière. Et donc, ces moutons-là, dans l'idée, tant qu'il y a de l'herbe, vont brouiller. Ouais. Après, au fur et à mesure de la saison, ou bien de moins en moins il y a d'herbe, quand on les met sur une parcelle, ils vont commencer à piquer un peu des feuilles, voilà, ça peut. Et puis après, par contre, quand les raisins ils commencent à devenir mûrs, et bons pour nous, ils sont bons pour eux aussi. Ils savent ce qui est bon. C'est un peu à l'écorce. Et oui, non, justement. Il y a aussi cette crainte
Et au final, c'est pas du tout un problème. D'accord. Mais alors, il ne faut pas tarder à récolter les raisins, quoi. En fait, on les sort. On les sort des parcelles viticoles. Voilà, d'accord. On a joué un peu avec le feu aussi pour apprendre. Ouais. Et en fait, il y a vraiment une période. Donc là, maintenant, ils sont dans les vignes. Une fois qu'on a vendangé, jusqu'à là, maintenant, où les bourgeons ils vont commencer à sortir. Parce que là, les bourgeons, ils sont dans le coton. On va les sortir d'ici une semaine. Et donc, toute la période hivernale, c'est dans les vignes. Ça nous permet. Souvent, vous voyez, ils sont très... Vous revenez seulement le long. Alors nous, ça a un avantage, c'est qu'on les fait effeuiller. Donc ça va bien. Mais il faut qu'on touche les... Vous avez quelques muscats ou quelques gewürztraminer dans une parcelle, par exemple, de pinot blanc. S'ils détectent un raisin qui est meilleur, enfin qui du coup est un peu plus mûr et un peu sucré, ils le mangent. Ouais. Ils effeuillent encore nous. Donc nous, c'est bien pour vendre, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser une machine non plus pour effeuiller.